le confort n'est pas au rendez-vous. C'est là où je vais être. Voilà. Si vous pouvez avoir un véhicule qui mène à cette destination le même jour, vous êtes chanceux. Car habituellement, on réserve sa place un jour à l'avance. Et là, on est parti pour 85 km comme ça, donc il faut s'agripper. C'est un trajet que l'on peut effectuer en 1 heure de route, mais vous le ferez en près de 4 heures ou plus, car il y a des découvertes vraiment dépaysantes sur votre chemin. Ça vaut quand même la peine d'y aller, car au moins une fois dans sa vie, il est important de découvrir cette destination mythique du Gabon. C'est une localité qui a un potentiel énorme que plusieurs Gabonais ignorent et que les touristes devraient connaître. À cela s'ajoute une chose très importante, c'est que cette localité possède un atout majeur de l'artisanat gabonais, la pierre de Mbigo. Cette forme d'art que vous voyez un peu partout dans le pays provient de cette localité. Et en 48 heures, nous tenterons d'apprendre son histoire et de faire une petite randonnée histoire de connaître les lieux. Restez câblés, on se dit à tout de suite. En parlant du trajet qui mène à Mbigo, il est définitivement comme vous le constatez. Ça fait plus de 30 ans que les populations qui y vivent connaissent un véritable calvaire. Et il y a une chose qu'il faut retenir sur la construction de cette route. Creuser avec la pioche. À la pioche, la pelle et la houe. À la main précisément. Il n'y avait pas encore les enfants. On ne connaissait pas les tronçonneuses ici. Dans l'autre semaine en haut, l'autre semaine en bas, en mode escalier et sabotage. Peu importe la grosseur du bois, même si c'est 3 jours, il est là, jusqu'à ce que ça va tomber. Selon leur témoignage, cette route a été construite par leurs ancêtres et elle n'a jamais été arrangée. Et pour cause d'intempéries, elle devient tout simplement impraticable. Ici, un des ponts s'est coupé. Lorsque la route est coulée de boue ou défoncée, le convoi est obligé de s'arrêter et des fois, il faut penser à un détour inattendu. Donc là, je ne sais pas comment on va faire pour quitter d'ici. Sur notre chemin, nous avons rencontré quelques champions de la débrouillardise, il y avait donc un espoir. Après des minutes d'efforts, ils ont pu y parvenir. Et les doigts croisés, nous attendions le passage du premier véhicule. De l'autre côté, il ne faut surtout pas être poussé par la précipitation. La seule option est de faire un remorquage. Une piste provisoire est alors opérationnelle en attendant qu'un véritable pont soit construit. Pour les véhicules embourbés qui n'ont pas de 4x4, ça demande beaucoup plus d'efforts. On peut passer plus de 4 heures à trouver des solutions. Ici, dans cette forêt dense, il est impossible de se croiser sans se filer un coup de main.
Nous avions vu beaucoup d'engins sur notre trajet, ce qui indique qu'il y a des travaux qui sont en train d'être effectués. Voilà. Lorsque nous revenons de Lebamba, tant que nous n'avons pas traversé cette zone, c'est pas possible. Le cœur ne peut pas être en paix. Puis encore quand il pleut, c'est compliqué. Toute la route est coupée. Personne ne sort, personne ne rentre. Il faut attendre jusqu'à ce qu'il y ait du soleil, sérieusement du soleil. Voilà. Tout comme moi, vous venez de réaliser que Mbigou est une localité très difficile d'accès. Après ce trajet pénible, nous arrivions dans la nuit. Impossible d'identifier quoi que ce soit. Il y a une partie éclairée et ensuite nous plongions sur une route totalement obscure qui nous mène à l'hôtel. Seules des torches en mouvement étaient visibles. Comme ça. C'est un peu ça, Mbigou. On marche dans l'obscurité comme ça. Les ruelles sont complètement obscures. Oui, pas de saut, d'abord ne coupe pas. C'est moi qui voulais parler avec toi là. On vient d'arriver. C'est ici que je vais passer la nuit. La première des choses, le premier constat, j'ai le nez bouché. Donc bref, impatient de voir à quoi Mbigou ressemble. Et aussi apprendre à connaître les gens et ainsi de suite. Donc restez câblés et on se dit à demain. Malgré ces difficultés, je suis tout de même heureux d'être à Mbigou. Explorer le Gabon sans parler de cette localité aurait été pour moi une mission non accomplie. Et il y a cette chose que vous devez retenir. En parlant des zones du Gabon où on respire le mieux, on n'oublie pas Mbigou. Ici, il y a beaucoup de fraîcheur. Et ça peut être des fois un parcours du combattant pour prendre une douche les matins ou en soirée. Ce qui fait la beauté de cette localité, c'est son relief. Elle est en plein cœur des montagnes et située sur les rives de la Boumi. Donc la Boumi Loti, c'est ce cours d'eau que vous voyez derrière moi. Vous avez les gros poissons ici? Je sais pas. Oui, il y a des gros poissons, mais pour ça, il va falloir aller un peu plus au large là-bas pour avoir des gros poissons. En pirogue? Oui, en pirogue. Vous savez ramer? Non, je connais pas. Ce sont les garçons qui font ça là. Et c'est quel type de poisson qu'on a généralement ici? On a capitaine, on a la dorade, la sardine, bon, plusieurs sortes de poissons. Hein. Il y a la carpe? Oui, il y a la carpe. Okay. Bon, notre spécialité, c'est le capitaine, le poisson d'eau douce. Ah, c'est ça là, la spécialité. Ah, il est bon? Oui, très bon. Ah. Ça vous arrive des fois de faire des concours de pirogue? Non. Ah. C'est par contre, dans le passé, il y avait ce genre de concours de nage, concours de pirogue, concours de pêche, mais il y a tout ça ici. La ville est devenue morte? Bah oui, c'est à cause du problème de route ici. Mbigou, c'est ce genre de localité que l'on peut visiter en moins d'1 heure. Et pour une zone aussi célèbre, j'avoue que les alentours m'ont beaucoup surpris. Je suis dans un quartier et tout ce que je constate en fait, voilà, il y a plein d'herbes, pas trop de construction moderne et la nuit c'est vraiment tout un calvaire pour arpenter ces chemins parce que il n'y a pas une seule lumière, les rues ne sont pas éclairées et voilà quoi. De jour comme de nuit, c'est ici que l'on retrouve un peu plus de monde. C'est le cœur de la localité. Non loin de là, il y a la partie administrative, des fois animée par des manifestations ou des tournois sportifs. Mbigou, c'est notre village. Mbigou, vous avez vu comment est Mbigou? On vient avec ça. Vous avez vu l'état du village. On fait comme. Mais ici, vous avez vu, il n'y a rien. Ici, nous cherchons divers moyens
Il faut sortir ici là, mais ici là vraiment c'est compliqué. Compliqué dans cette zone à faible démographie où il y a un brassage de cultures. Ici, on retrouve des ethnies comme des Ndébi, des Sango, des Akélé et des Tchogo. Et retenez que cette province du Gabon est connue pour son sens de l'humour. Que l'on soit à Mbigou ou ailleurs, on peut le ressentir dans les accents, les gestes et les histoires qu'il raconte. C'est comme ça, allez, j'appuie. Les femmes, vous êtes où? On est là, allez, venez. On attrape. On a quoi Et comme non ressortissants de cette localité, il y a des Maliens, des Mauritaniens, des Béninois, mais aussi des nationaux en affectation. Mbigou fait partie de ces nombreuses localités du Gabon où la consommation du vin de palme reste une habitude. Face à une forte demande de consommateurs, il y a des personnes très heureuses comme Thibaut qui se font de l'argent. Pour une bouteille de 65 centilitres à 500 francs CFA, Thibaut arrive à vendre jusqu'à 16 bouteilles en moyenne dans la journée et contrairement aux autres localités du Gabon, ici, ils n'abattent pas de palmiers pour extraire du vin, il faut escalader. Waouh. Et là, c'est pas encore fermenté, ou bien il y a déjà... C'est déjà fermenté. Ah, vous mettez le bois Non, ah, on met ouais. pas le bois. Mais comment Ça c'est naturel, c'est comme ça. Ah ouais, c'est pas trop amer. Non. Ah ouais. Non, c'est vrai que c'est quand même c'est moins fort parce que ce que je goûte des fois c'est... Ouais. Ah ouais, ça c'est... Ça saoule aussi. Oui, ça saoule. Beaucoup. Et ça fait combien de temps que tu exerces cette activité? Oh. C'est depuis l'âge des 12 ans. Hein. Mon père m'a appris ça. Comme compétiteur, il y a Jean-Claude qui travaille sous pression pour avoir en permanence une autre boisson très appréciée des habitants, le vin de canne. Champ de canne. Quand on coupe, si ça a déjà donné au moins quand même à la hauteur qu'on peut déjà couper, on dépluche, on le coupe, après on presse. C'est ce que je suis en train de faire là. Et on laisse fermenter ça pendant combien de temps? Si c'est surtout d'avoir le bois amer. Si vous avez déjà le bois amer, vous mettez dans un récipient de si c'est 30 ou 40 litres selon la quantité que vous avez pu récolter. Et puis vous mettez le bois amer là-bas pendant une semaine. C'est déjà bien fermenté et puis vous pouvez déjà consommer. Est-ce que vous pensez que c'est une activité qui rapporte de l'argent quand même? Et très bien même, très bien même. Combien de Surtout au niveau de Mbigou, vraiment, cette affaire-là, ça marche. Oui, cette activité-là, ça marche. Combien coûte un litre ou bien je sais pas comment 120 litres. 20 litres, ça fait 10 000. Ouais. Et vous arrivez à vendre combien de litres par jour? Bon, selon la force, vous savez que nous, on n'a pas de machine électrique pour passer ça un peu plus vite. Donc là, ça retarde un peu, ça freine, parce qu'à la main, ça donne des ampoules. Vous voyez même comment je me protège avec les gants. Donc oui, mais si c'était à la machine, par jour, vous pouvez avoir au moins même 200 litres, 300 litres. En bref, ce sont les deux principales activités qui génèrent beaucoup de revenus pour les natifs dans la localité. Mbigou dispose d'une petite menuiserie gérée par Jean Blaise. Portes, fenêtres, placards, mobilier scolaire. Voici une petite liste exhaustive de ce qu'il fabrique. Parce que si c'est la fabrication d'un lit, hein, il faut que le lit soit monté, brossé, verni. Mais puisqu'on n'a pas des exemplaires là pourquoi ça fait un peu la chute. D'accord. Sinon, en réalité, selon la préoccupation de l'individu, en tout cas, la demande a été toujours exécutée comme ça se doit. D'accord. À Mbigou, comme dans les villages environnants,
Consommer une bonne baguette n'est pas du tout facile vu que les livreurs n'arrivent pas dans la zone. Et face à ce problème, Ousmane trouvait une solution. Créer sa propre boulangerie en construisant 2 fours traditionnels avec de la terre battue. Bon, de façon traditionnelle, c'est parce que de façon moderne déjà, c'est un peu difficile au niveau des bigous. Il y a beaucoup de délestage déjà, c'est un problème qui mine notre milieu. Et aussi, donc, le pain, c'est un élément fondamental, quoi. Du coup, un milieu comme Bigou sans pain, ça, bon, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, du coup, ça m'est venu à l'idée de fabriquer un four traditionnel et ensuite de me lancer dans l'activité. Et déjà, ça fait combien de temps que vous faites votre activité? Bon, ça fait plusieurs années déjà. Il y avait mon grand-père qui était là, qui avait la même activité. Ensuite, mon papa et maintenant moi. Alors, je vois les cours derrière. J'avoue que c'est quand même c'est compliqué. Ça prend combien de temps pour construire comme ça? Bon, ça peut prendre en gros 3-4 mois. Ça dépend de... C'est en quelque sorte, comme une fabrication, comme une construction de maison, quoi. Donc, ça dépend de la disponibilité des maçons et tout. Voilà. Ma vision à long terme, c'est de, en quelque sorte, moderniser mon activité parce que là, il est à 100% traditionnel. Il est à 100% traditionnel et là-dedans, nous rencontrons des difficultés. Déjà, pour la farine, qui est vraiment une difficulté assez, en fait, une difficulté qu'on doit vraiment toucher du doigt, hein, parce qu'il y a des difficultés à transporter la farine ici. Et lorsqu'il y a un peu de farine ici, l'état de la route et tout, lorsque la farine qu'on stocke termine, pour rapporter encore, c'est vraiment difficile. Donc, du coup, le gros problème, moi, je pense que le gros problème, vraiment, c'est la route, quoi. La route des Bambas du Bigou, c'est vraiment un gros problème. Des petites baguettes qu'il revend à 100 francs l'unité. Très tôt le matin, près d'une centaine de petites baguettes sont déjà prêtes. Oumar travaille avec un jeune de la localité qu'il a formé. Bon, il y a 5 courses. Un sac prend souvent 5 courses. Donc, la première course, souvent 15 minutes en gros. 15 minutes, ça sort. Et donc, en gros, 2 heures du temps pour brûler un sac. Alors, comment ça se passe avec l'achat du pain? Est-ce que les vaches ils en raffolent ou il y a toujours des restes lorsque vous... Ouais, il y a toujours un reste. Parce que c'est pas tout le monde qui aime le pain local, hein. Il y a d'autres qui aiment le moderne, et bon, certainement, sa manière d'être, quoi. Donc, c'était difficile au départ. Parce que la qualité du pain de ville, les enfants appréciaient ici, changement de méthode, de régime alimentaire. Donc, on était un peu déboussolés. Raison pour laquelle parfois je réponds du pain à les Bambas, ou quand j'ai des missions en Boula, j'en prends en quantité quand même suffisante. Mais à un moment donné aussi, la route aussi, faisant défaut, on est obligé de s'acheter localement le pain ici. Et donc, vous avez fini par vous adapter? Oui. Moi, ça va. Par contre, ces enfants qui continuent encore à faire les pains seulement dedans. Voilà. Donc, déjà, il faut louer les efforts qu'ils font. Les boulangers locaux là, avec le moyen du bord, ils produisent quand même du pain. C'est avec le moyen du bord qu'ils font. Il faut les encourager, les féliciter, et puis soutenir ces boulangers-là pour qu'ils aient des machines modernes et pour qu'une meilleure qualité du pain, quoi, soit produite. Mais sinon, quand même, c'est difficile dans la localité ici. L'état de la route, approvisionner les matières premières, les levures, le sel, la farine. Après, on peut faire 3 mois, 1 mois, une semaine, il n'y a pas de farine, pas de matière première. La population en pâtit, quoi. Je commence à véritablement comprendre que Mbigou est coupé du monde, mais ce n'est pas du tout un retrait volontaire. Ma prochaine étape est de chercher à rencontrer des sculpteurs dans leurs univers afin d'apprendre l'histoire de la pierre. Et c'est où qu'on peut trouver la... C'est où on peut trouver la pierre de Mbigou ici? Ah bon, à ma connaissance, je sais pas trop. Il faut demander aux anciens. D'accord. Bah, c'est les anciens qui savent quand même où se trouve la pierre de Mbigou. Pierre. Okay. Bah merci. Une petite promenade qui m'a permis de faire la rencontre de Terence, un jeune de la localité. En vrai, Terence n'a aucune connaissance approfondie de la pierre de Mbigou, mais il décide en revanche de me conduire chez Alfred qui, selon lui, pourrait répondre à toutes mes questions.
Alfred est à la retraite et vient de perdre son épouse. Je ne peux pas lui parler directement. Ce qu'il faut faire avant de le saluer, c'est de mettre un billet de banque au sol qui va piétiner. Un fait dans la tradition gabonaise que j'ignorais totalement. Donc après on annonce... Oui, votre arrivée le soir pour l'adresser maintenant la parole. D'accord. Donc, Ici, ça c'est notre coutume ici. Chez les Nzebi, les Massango, quand tu as perdu une femme ou un mari, oui, avant d'adresser au veuf ou à la veuve la parole, on dépose toujours quelque chose. Soit, ça dépend de ce que vous en avez, soit 1000 francs, 500, 2000, ça dépend. Et une fois on a fini avec ce rituel-là, on peut maintenant converser sans problème. Merci. Après s'être installé confortablement, nous pouvions enfin échanger, mais je n'ai pas réalisé que j'allais être surpris par les témoignages. Puis la création de la pierre ici en Bénin par le vieux fondateur Tsamba, Nalko et le Sangol. Monsieur Alemat, qui était directeur à l'ENAM, avait affecté tous les travailleurs de la pierre ici pour Libreville. Ils sont partis à Libreville. Ils sont arrivés là-bas, ils ont travaillé, et c'est ainsi que tout le monde s'était transporté à Libreville. Ici, il ne restait plus des artisans. Et vu aussi les carrières qui sont éloignées d'ici, au loin, là-bas à l'avenue, il faut traverser le pont là, qui est dans la forêt vierge, l'axe Mungo, la route de la Beuse, l'axe Malinga aussi, il y a un vers en Damba. On peut passer des kilomètres, il faut dormir de jour en jour pour aller exploiter. Donc, depuis ce temps-là, que les gens se sont transportés à Libreville, ici, en Bibou, personne n'est resté. Si Bibou est reconnu aujourd'hui, c'est à cause de la pierre. Mais ici, on ne va plus en Bibou. Vous voyez vous-même, quand les touristes arrivent à Libreville, on leur conduit vers Alibambé. Dire que ça, c'est Bibou. Or, ils veulent découvrir, comme vous l'avez fait, vous avez fait le Saint-Thomas, vous êtes arrivé ici, à Bibou. Malheureusement, vous n'avez rien trouvé. Ici, nous n'avons pas des emplois, les carrières sont éloignées de nous, moins de travail. Si vous avez la chance même de me trouver ici, parce que j'étais à Libreville, j'ai servi à Libreville, après là-bas j'ai vu que j'étais déjà fatigué, je suis arrivé ici en Bibou, mais il y a déjà 10 ans que je suis ici, jamais j'ai touché la pierre, pourtant j'ai encore de la maîtrise, quand il n'y a pas la matière première. Je demanderai aux autorités de penser en Bibou, parce que Bibou, c'est la ville mère de la pierre. La pierre a commencé ici. Vous voulez faire dans le quartier de la pierre de Bibou. Et donc on a créé la pierre de Bibou, ça s'appelait Moulet, ce quartier-là. Et ce que vous venez de dire, monsieur Bimoulet fait, le Tambatala, et le Sangol, plus là, ce bâtiment, le Bidonga Edouard, le vieux Boukala, le vieux Itzana, c'est là où ils ont créé la pierre de Bibou. Le choc pour moi, c'était d'apprendre que le patrimoine et l'histoire de cette localité se trouveraient dans le premier arrondissement de Libreville. C'était juste difficile de le réaliser. À César, ce qui est à César. C'est la seule phrase qui me passe par la tête lorsque je pense à la ville de Libye. Je sais que l'exode rural est un véritable problème dans mon cher pays, le Gabon, mais je ne pensais pas que ça pouvait être à ce point-là. Parce que je m'attendais au moins à ce que Libye soit un petit musée à ciel ouvert, où on peut voir des sculpteurs, où on peut apprendre l'histoire de la pierre de Libye, mais c'est pas le cas. Il n'y a pas un endroit où on peut apprendre l'histoire de la pierre de Libye.
Est-ce que vous avez l'histoire de la pierre et quelles sont vos perspectives à venir concernant la pierre de Mbigo? Oh, en ce qui concerne la pierre de Mbigo, c'est seulement, comme je venais un peu de le dire, ce sont nos pères qui savent l'histoire, qui connaissent comment ça s'est débuté et puis jusqu'à nous aujourd'hui. Mais tel que moi je connais sur la route, c'est sur la route Miyanga Koto. C'est là-bas où là, les grands-parents partent souvent chercher la pierre de Mbigo. Voilà. Mais à ce moment-là, nous on était encore un peu petits. Mais sinon, il y a des moments, on en trouve partout là. Quand on fouille, parfois tu creuses, tu tout. Tu essaies de voir si c'est réellement ça, tu tailles. Donc en fait, c'est devenu un peu difficile. Difficile, vraiment difficile. Quels sont vos espoirs pour la pierre de Mbigo? Parce que on sait que ça vient de chez vous. Dans ce moment, c'est à Libreville, c'est à Lambaréné. Mais en tant que ressortissant de Mbigo, que pensez-vous de ça? Mais moi, j'aurais voulu que ça revienne ici, la base revienne ici. Parce que quand on entend parler de Mbigo, la base devait être à Mbigo et que ces clients viennent ici, acheter, partir avec, apprendre l'histoire. Pour que nous on apprenne l'histoire, il faut que vous veniez sur les lieux. Tout le monde a déserté pour un meilleur avenir en ville et c'est de bonne guerre. Mais j'ai quand même beaucoup d'espoir, j'ai le cœur plein d'espoir pour ma nation, j'ai le cœur plein d'espoir pour mon pays et j'espère que les choses vont changer. Quand bien même j'étais déçu, il y a tout de même un détail que j'ai aimé à la fin de mon séjour, c'est de rencontrer Terence et son équipe. Ces natifs de Mbigo ont décidé de redynamiser la terre de leurs ancêtres avec une coopérative qu'ils ont créée, les Trésors de la Terre. Les principales activités sont l'agriculture, mais aussi l'extraction de sable. Terence me conduit sur leur lieu de travail à une vingtaine de minutes de marche de son domicile. Aujourd'hui, il y a une tâche à accomplir, déplacer les 2 tas de sable qui sont trop proches du cours d'eau en cette saison pluvieuse. Vous voyez, c'est ça, le sable qu'on a déjà extrait. Oui. Mais ça continue. Ok. On doit faire monter les 2 tas là. Non, le plus souvent l'eau s'arrête ici. En saison sèche, on n'a pas besoin d'utiliser la pirogue ou le radeau pour extraire ce sable. Ah. En fait, il faut que le panier soit debout. Vous êtes aussi membre de la coopérative? Ah oui, c'est clair, c'est clair. Donc, attention, oh, c'est bon, allez-y. Qui porte ça? Mais viens prendre. Bon, mais là, c'est quand même, c'est plus de 50 kilos quand même. Ouais. Et il peut faire combien de tours comme ça dans la journée? Jusqu'à ce qu'on termine le tas. Ça dépend du nombre de tours. Là, on n'est pas nombreux, mais le plus souvent, ça là, c'est en 30 minutes, on a fini. 30 minutes? Oui, en 30 minutes, on a fini quand toute l'équipe est là. D'accord. Oh, ouais, parce que là, les membres de la coopérative, voilà. Aller chercher, Les revenus que génèrent ces activités leur permettent de résoudre l'une des plus grosses difficultés qu'ils rencontrent dans la localité. C'est aussi pour aider nos enfants dans leur scolarité. Et là, on prépare la rentrée scolaire de nos enfants, donc la rentrée scolaire 2024-2025. C'est le 3e trimestre est fini, après ils vont aller en vacances. Donc les vacances, on est ici, après la vente de nos produits, on fait les achats de quelques enfants, donc on fait les achats de leurs fournitures, afin de bien affronter l'année scolaire suivante. Donc c'est un peu ça. Pour cela, vraiment, ce que nous faisons, vraiment ça ne fait pas nous rentrer beaucoup d'argent afin de soutenir tous ces enfants-là. On est obligé de faire avec les moyens de bord. Donner quand même à un enfant qui est en classe de 3e, 3 cahiers ou 4 cahiers, ça ne suffit pas. Du moment qu'on gère près d'une quarantaine d'enfants, donc c'est impossible pour nous de joindre les 2 bouts. Et on veut que cette année-là, on donne au moins une dizaine de cahiers à chaque enfant. Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi on demande un peu le soutien de tout le monde, des personnes de bonne foi, d'essayer de nous soutenir dans
dans ce sens-là. Doucement, hein. Après tant d'années de difficultés, Bigo mérite d'être restauré. Et mon cri de détresse se joint à ce peuple pacifique un peu réservé qui m'a accueilli avec gentillesse. Ça a été un séjour inoubliable et j'espère que mon retour dans cette localité sera rempli d'expériences enrichissantes et bien meilleures. Merci de m'avoir suivi. On se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous de Where the Wind Takes Me.